Salut! Une bonne partie de jeu de rôle, c'est pas du jeu de rôle apéro. Ou plutôt, après l'apéro, on aime continuer à jouer. Pour prendre le temps, sur la description, le roleplay, les mécaniques. On doit pouvoir tenir jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo nous est offerte par le sponsor Supercaf. Donc c'est une boisson enrichie en caféine, en théine, en taurine, en cocaïne, en amphétamine. Voilà, pour pouvoir rouler jusqu'au bout de la nuit. Je crois que j'en ai trop donné, mais lapin crétin. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. On remercie encore notre sponsor Supercaf qui nous permet de continuer à exister sur le paysage youtubesque. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va conclure cette trilogie sur la noirceur. Je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de l'initiation au jeu de rôle, genre est-ce que c'est une secte, jeu de rôle. On avait parlé des murder hobos, ces PJ sans attache qui tuent tout ce qui bouge. Et donc, aujourd'hui, on va parler de savoir mettre des barrières. Voilà, donc c'est à la fois un sujet de sécurité, en fait c'est un sujet pour apprendre à dire non. Ça peut ressembler à un sujet de sécurité émotionnelle, évidemment, on va encore beaucoup parler de la sécurité émotionnelle, je suis sûr que t'es saoulé. Mais ça n'est pas que un sujet de sécurité émotionnelle, c'est pour ça que j'ai quand même fait la vidéo. On va aussi beaucoup parler de confort ludique, plus largement. Bon alors, par quoi on commence? Eh bien déjà, tu connais sans doute les lignes, les voiles, la carte X, voilà, qui sont les dispositifs de base de sécurité émotionnelle. Alors quand je dis que ce sont des dispositifs de base, ce ne sont pas des dispositifs universels. Il y a tout un tas de jeux qui n'en parlent pas, et tout un tas de tables qui n'utilisent pas. Ou pas toujours. C'est-à-dire que, j'avoue, par exemple, en tant que MJ, il y a pas mal de fois où, quand je lance une partie, je me propose pas la carte X, je vais me faire cancel, je sens que je vais me faire cancel de dire ça, bon bref, je ne propose ni carte X, ni ligne voile, et pourquoi je le fais pas? Par exemple, souvent c'est parce que je pense avoir en face de moi des joueurs et des joueuses qui ne sont pas d'une grande maturité, et par conséquent, je m'attends pas à ce que ces outils-là soient efficaces. Je vais plutôt, en tant que MJ, essayer d'être l'adulte de la pièce et dire non, tu peux pas tuer l'aubergiste, non, tu peux pas fouiller dans les habits de la madame. Voilà, c'est à moi de le faire, et parce que la plupart des gens ne poseront rien en ligne et en voile, et les personnes les plus choquées n'oseront pas utiliser la carte X. Donc, voilà, c'est entre guillemets, c'est plutôt je fais la police, c'est le système de sécurité émotionnelle. Bon, bref, un très long prolégomène pour te dire que voilà, tu vas arriver en tant que joueur à plein de tables où il n'y a pas de carte X, de ligne de voile proposée. Eh bien, embarque ta propre carte X. Alors, ça va pas forcément jusqu'à avoir vraiment, littéralement, une carte avec un X dessus, mais au début de la partie, tu vois que lors du briefing, ça n'est pas proposé. Eh bien, propose au MJ de dire moi, quand je joue, j'aime bien c'est quoi les lignes, les voiles, et puis ce serait bien qu'on ait une carte X, quoi. Si MJ connaît pas tout ça, tu expliques, c'est tout, quoi. Alors, petit 2. N'aie pas peur d'avoir des interdits baroques. Je sais plus, mais je te renverrai à la vidéo pourquoi est-ce si difficile d'utiliser sécurité émotionnelle. Des fois, on va se dire, en fait, les cartes X et compagnie, je dois les utiliser qu'en cas de dernier recours, tu vois, vraiment, pour des sujets extrêmement graves. Ou en tout cas, considérés universellement comme extrêmement graves. Eh bien, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir tes répugnances qui te sont, ou tes phobies, ou tes traumas, qui te sont très personnels, qui font que certains sujets qui ont l'air totalement OSEF pour tout le monde, toi, c'est compliqué. Typiquement, tu pourrais vouloir mettre des lignes sur le combat. Voilà, je veux pas de combat à mes parties. Tu vas perdre beaucoup de monde au passage, mais t'es légitime à ne pas vouloir avoir de combat dans tes parties en tant que joueur. Après, là j'ai pris volontairement un sujet, ça peut paraître
compréhensible que c'est traumatisant le combat, mais après c'est utilisé de façon extrêmement mainstream dans la plupart des parties. Dans les propres parties, il y a tout en plein de combats aussi. Enfin, voilà, c'est très très fréquent. Et beaucoup de MJ vont être tout simplement en grande difficulté si tu leur interdis les combats. Donc bon, il y a des interdits baroques qui vont passer juste parce qu'ils sont bizarres entre guillemets, mais que ça coûte, ça va pas représenter un grand coût cognitif pour ton MJ d'en prendre compte. Je sais pas, je dirais un truc au pif. C'est pas des trucs. Voilà, genre je ne veux pas de dromadaire dans les parties ou je ne veux pas de sexe avec mon personnage, tu vois. Quand je dis ça va rentrer pour moi dans les interdits baroques, des trucs qui concernent juste ton personnage, tu vois. Voilà, mon personnage je ne veux pas perdre le contrôle de mon personnage. Il ne peut pas être vampirisé, hypnotisé, tout ça. Voilà, tu peux faire ce que tu veux sur les autres joueurs du moment que les personnes sont consentantes, mais moi je consens pas. Bon voilà, donc il y a des interdits baroques qu'il faut pas hésiter à poser et que généralement c'est pas hyper compliqué pour MJ d'en tenir compte. Il y a des interdits baroques qui sont plus compliqués et là il est possible que tu sois obligé de faire des croix sur certaines parties. Voilà, mais des fois tu vas trouver des MJ compréhensifs. On dit pas de souci, je vais improviser, je vais modifier mon scénario, on va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de combat. En fait, je me rends compte que c'est possible. Et évidemment, si ton MJ est en difficulté, renvoie-la à ma vidéo jouer sans combat. Alors, petit 3. Ouais, j'ai des numéros, ça fait sérieux, je me dis, ouais, prochaine fois j'aurai peut-être un paperboard et tout, ça fera vraiment le mec qui a préparé, enfin, j'ai préparé. Bon bah, c'est pas parce qu'une pratique est légitime, tu vois, par exemple le fameux combat, que t'as le devoir de l'apprécier, quoi. De même, on pourrait ranger là-dedans le PVP, oui, c'est ok de faire du PVP, mais toi, ça peut te brouter le PVP. Ou la planification, pour prendre un truc qui vaut vraiment pour essayer de sortir un maximum de sécurité émotionnelle. La planification, le fait de devoir passer 2 heures pour préparer une infiltration qui de toute façon va foirer vu que l'MJ il a écouté tout le plan. Bon, ben tu peux demander, voilà, dire moi je supporte pas ces aspects-là du jeu de rôle, le combat, le PVP, la planification, je sais pas, le RP d'Inet, enfin plein de trucs quoi. Et eh bien, à voir avec MJ si c'est possible de sous-traiter, d'évacuer ces sujets. Donc ça va renvoyer à un concept plus global que j'appelle la sécurité émotionnelle étendue. Donc j'ai fait un article sur le sujet, évidemment, il est en biblio comme toujours. La sécurité émotionnelle étendue, ça veut dire que en fait, on va s'intéresser au confort émotionnel des joueurs au sens le plus large possible. C'est-à-dire en fait, la sécurité émotionnelle, un petit peu pour caricaturer, c'est ce qu'on met en place pour éviter que les gens ils sortent en PLS de la partie. La sécurité émotionnelle étendue, c'est juste beaucoup plus globalement, plus largement, on va s'intéresser au bien-être en fait, que voilà les gens soient confortables tout simplement dans leur pratique et une pratique du jeu de rôle qui leur plaît, qui leur soit confortable et que ce soit pas un pensum quoi. Donc et il y a plein de voilà et du coup ça va faire rentrer des choses énormément plus larges. On va un petit peu lister de toute façon, t'inquiète pas. Petit 4, un peu dans cette continuité, l'idée c'est que il y a des choses en fait qui sont inconfortables pour toi du point de vue émotionnel, mais que tu es d'accord pour jouer, peut-être même enthousiaste à jouer. Parce que tu veux te challenger, parce que tu veux explorer, tu en as parlé de parapathie, plaisir de type 2, enfin voilà, tu veux aller dedans, dans des thématiques un peu crues qui te perturbent, mais tu veux aller dedans. Et à l'inverse, il y a des choses avec lesquelles tu es confortable émotionnellement, mais que tu voudrais interdire. Les choses que j'ai... voilà, par exemple, je sais pas, tu peux te sentir confortable émotionnellement à jouer du combat, mais tu veux l'interdire pour d'autres raisons. Que ça peut être qu'il y en a marre, le combat ça prend trop de temps, parce que c'est devenu un cliché et on voudrait avoir des fictions qui sortent de ce trope du combat, quoi. Ou d'autres, ouais voilà, je pense ou la durée, voilà, la durée du combat, ou le fait que ça représente un cliché.
fait que tu veux explorer d'autres types de fiction, pourrait expliquer que oui, je suis confortable émotionnellement avec le fait de jouer un combat, ça va pas me traumatiser parce que je sais que c'est fictionnel, c'est ludique, voilà, c'est pas comme si c'était une vraie bagarre, quoi. Donc je suis confortable émotionnellement avec, mais ça m'ennuie, quoi. Ça m'ennuie, j'ai pas envie, j'ai envie qu'on fasse autre chose ce soir que du combat. Et donc, il y a un outil qui s'appelle la palette grid. J'ai du mal à traduire ce truc-là, la grille de la palette. Voilà, si tu es expert en grille et en palette, écris-moi pour me dire comment traduire. C'est un concept de Jade Dragon, l'autrice de Yazeba Ben Belfast, et puis de pas Cozy Town, Wonder Woman. Voilà, on est là au niveau, enfin c'est une autrice assez importante. Et elle a développé ce sujet justement pour aller dans des thématiques un petit peu dures. Et en fait, t'as tout simplement, grosso modo, tu vas classer différentes thématiques selon est-ce que t'es confortable, médium, inconfortable. Et par ailleurs, tu vas classer les thématiques par le fait que tu veux les autoriser, on y va à fond dedans, on y va médium, ou on n'y va pas du tout, quoi. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose, une approche assez nuancée de ce qu'on attend, quoi. Ça, c'est un outil que tu peux éventuellement cumuler avec les phares. Les phares, donc c'est un peu l'inverse des lignes et les voiles, c'est les choses que tu voudrais voir apparaître dans une partie. Et bon, pour le coup, on peut avoir en phare des choses tout à fait... ton phare, ça peut être je veux qu'il y ait du gore, quoi. Je veux qu'il y ait beaucoup de gore dans cette partie, quoi. Ça fait des trucs négatifs sur le point de vue émotionnel. Le phare, ça permet de renforcer la palette grid parce que c'est pas parce qu'on a, je sais pas, c'est pas parce qu'on a autorisé les morts violentes. Voilà, j'ai n'importe quoi. C'est pas parce qu'on les a autorisées qu'elles vont avoir lieu. C'est juste que c'est autorisé. Donc si tu mets ça en phare, non seulement c'est autorisé, mais on essaie de prévoir d'aller dedans. Avec bien sûr, je rappelle que nous ne sommes pas infiniment paramétrables, tout ça, machin. Si tu as une palette grid trop complexe, trop chargée, elle sera impossible à tenir. Hein. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Voilà. Cette palette grid, ça renvoie à une notion que j'appelle le gameplay émotionnel, c'est-à-dire que finalement, on va utiliser nos émotions comme des curseurs comme d'autres qu'on peut manipuler pour accéder à une partie intéressante. Voilà, et du coup, jouer sur la grille des émotions, ça fait totalement partie du gameplay. Le gameplay émotionnel, c'est quelque chose qui peut être implémenté dans le game design des jeux. Par exemple, je fais beaucoup dans mes jeux. Mais là, comme tu vois, la palette grid, c'est plutôt un outil de la table. Donc c'est la table qui fait entre guillemets du play design qui va implémenter l'outil, quoi. Et quelque part, toute cette vidéo, c'est une vidéo à hauteur de joueur et on est beaucoup sur des choses que tu vas implémenter dans ta partie, pas des choses qu'on va trouver dans les jeux, quoi. Alors, petit 5, ouais, j'avais écrit petit 4, mais j'ai deux petits 4, c'est n'importe quoi. Tu peux demander à ce que telle classe de personnes soit pas jouée. C'est un exemple, mais qui débouche sur quelque chose de plus large. C'est-à-dire que au moment de la création de personnage, si tu as un certain contrôle, c'est-à-dire que si tout le monde crée ses personnages devant tout le monde, ça peut être le bon moment pour dire ouais mais je vous préviens tout de suite. Si quelqu'un joue un Hobbit, je vais péter un câble. Voilà, voilà. Bon, c'est pas. Généralement, c'est pas un problème que tu vas avoir avec l'espèce, mais par exemple, dans la vidéo sur le meurtre de robots, j'ai parlé de certains archétypes de personnages qui sont fondamentalement assez relous. Bon, bah, l'âme damnée dans Monster Heart, dans Apocalypse World, bah, si quelqu'un joue un céphale, c'est un personnage qui va farfuner dans le psyché de tout le monde et tout. On peut trouver que c'est relou. Voilà, ou ça peut être aussi interdire un personnage juste parce que ah mais cet archétype est beaucoup trop cheaté, tu vois, tu vas exploser le jeu. Enfin voilà, à nouveau, c'est pas forcément pour des raisons émotionnelles. Ça peut être pour des raisons juste de paix sociale, de plaisir ludique. Et donc ce truc de interdire une classe de personnages aux autres, c'est plus largement l'idée que tu devrais t'autoriser à avoir des vétos sur la création de personnages et les autres dire non mais en fait si tu joues tel type de personnage, s'il y a tel type de proposition, pour moi ça va pas aller quoi. Voilà, je sais pas si on fait
Voilà, par exemple, le type de personnage que j'aurais envie de cancel, entre guillemets, c'est les fanatiques religieux, tu sais, genre, quand tu tapais la énième gang de Donjons et Dragons avec le énième paladin qui veut brûler tout le monde, oh, au bout d'un moment. Voilà, bon, chacun va, après, à toi de me dire, écris-moi en commentaire quelles sont les classes de personnages qui, toi, te trigger, et que t'as envie de cancel tes tables de jeu. Alors, ensuite... petit 6, dans les jeux à narration partagée, eh bien, ose dire non, OMJ, et aux autres joueurs si ces personnes-là se mettent à empiéter trop sur ton personnage. C'est souvent, enfin, je dis pas que ça n'arrive pas en traditionnel, mais en narration partagée, et puis vraiment facilement avoir ce truc de, on va énoncer des trucs sur ton personnage, que ce par le biais d'une question orientée, très orientée, tu vas. Comment ça se fait que ton personnage est toujours calme alors qu'il a tué plein de gens? Bah, je suis désolé, ta question, oui, je vais pas répondre à ta question, je carte X ta question, quoi. Parce que j'ai pas envie de, quoi, tu décides que, mais ça peut être plein de, à nouveau, ça peut être des trucs pas émotionnels, mais juste, quelqu'un a envie que tu joues un nain alors que tu voulais jouer un elfe, ben, tu dis, c'est mon personnage, quoi, shut up, quoi. Et voilà. Donc, narration partagée ou pas narration partagée? Plus globalement, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et ça c'est mon point 7, c'est le Just Say No. C'est le nom d'un article de Bo Jagger Sheldon. Je suis vraiment pas sûr que je prononce bien. Euh, J'en ai parlé déjà dans la vidéo sur le théâtre d'impro, c'est-à-dire que même dans les parties avec une culture issue du théâtre d'impro, où on est censé toujours dire oui, eh bien tu peux refuser une proposition en vrai, quoi. Tu peux refuser pour des raisons, voilà, de confort, pour des raisons aussi de... Et surtout, ne te dis pas qu'il faut toujours dire oui, entre guillemets, pour que l'histoire soit bonne, parce que une bonne histoire, c'est pas une bonne partie. Je vais le répéter, une bonne histoire, c'est pas une bonne partie. Donc, ce qui compte, c'est ton confort, quoi. Si tu dois payer ton confort pour avoir une bonne histoire, est-ce que ça vaut le coup? Je te pose la question. J'en profite pour faire un petit complément à la vidéo sur Théâtre d'impro, puisque j'ai trouvé un document assez intéressant qui vient du Théâtre d'impro qui s'appelle Oui mais alors, et qui justement parle, entre guillemets, des défauts de la culture du toujours dire oui, et qui fait plein de contre-propositions, en fait, sur voilà, comment on peut dire non et que ça soit quand même intéressant, puis comment globalement introduire de la sécurité émotionnelle et physique dans le théâtre d'impro. Voilà. Alors, petit 8, tu peux aussi mettre des limites temporelles. C'est-à-dire que ce qui te trigger, c'est peut-être pas la présence d'un céphale ou d'un paladin dans le groupe, mais c'est le fait que la partie elle va durer 8 heures. C'est peut-être ça qui te trigger. Donc, ça peut être bien au début de la partie que tu dises « Ah, je suis désolé, mais faut qu'on finisse à minuit. Euh, Donc voilà, négocie la durée de la partie, négocie la durée de la campagne, c'est pareil, combien de campagnes. En fait, on les commence, on n'a aucune idée de sur combien de séances on s'engage, à quelle fréquence. Bah non, ça peut être intéressant que tu négocies ça dès le départ, dire voilà, je vous préviens, pour moi une campagne c'est 6 séances, pas plus. Euh, Après bon voilà, ça va se négocier bien sûr quoi, hein. Et puis, si toi, tu veux finir tes parties à minuit, peut-être que les autres peuvent continuer si ça les intéresse. Bon, bah tant pis, tu vas louper des bouts de l'histoire et tout, c'est évident, hein. C'est mieux, je pense, quand on finit tous en même temps. Mais c'est quand même une solution intéressante. Voilà, si tu es dans un groupe de couche tard, toi tu t'arrêtes à minuit, et puis tu loupes le climax de la partie, mais au moins t'as tes heures de sommeil, quoi. Donc ça peut être bien, quoi. Ce qui est important, là c'est vraiment un truc, ben, on va y arriver tout de suite, c'est que évitons, comme la peste, les parties où un personnage est indispensable pour la tenue de la séance, quoi. Aucun personnage ne doit être irremplaçable. Euh, on doit pouvoir continuer la fiction même si un personnage s'absente. Ou si la joueuse s'absente, hein, parce que j'envoie la vidéo que faire quand j'ai un joueur absent, hein, bon,
quand j'ai des joueurs, enfin comment gérer les absences, hein, bah, en fait, hein, le personnage, tu peux continuer à vivre sa vie même sans les joueurs, quoi. Hein. Et donc corollaire de ça, si on part du principe que ça n'est pas très acceptable en fait, la tenue d'une partie soit absolument verrouillée à la présence d'un ou d'une joueur, voilà, en particulier, c'est un truc qui est vraiment important que tu dois garder en tête, je pense. C'est le droit de retrait. Tu as un droit de retrait. Tu as le droit de te barrer d'une partie de jeu de rôle. Bah oui, je suis désolé, c'est pas si t'appartiens, si quand tu t'engages dans une partie de jeu de rôle, tu t'engages pas à rejoindre le conseil d'administration d'une ONG ou les Avengers et tout. Enfin, bon bah oui, si tu désistes, ça fait chier. Si tu désistes, ça va faire chier certaines personnes, on est d'accord. Surtout si tu le fais au dernier moment, surtout si tu le fais sans donner de raison et tout. Voilà, ok. Mais néanmoins, ce sera pas la fin du monde, ok. Donc, il y a des moments où, si tu sens que la partie qui s'annonce est plus la merde, bah n'y va pas. Ou si c'est en cours de jeu, tu te rends compte que la partie pue la merde, ben casse-toi. Voilà, le droit de retrait, c'est important, et en théorie, personne va te séquestrer. C'est finalement la seule personne, tu vois, qui, enfin, bon, après, bon, des fois, il y a des problématiques de, oui, mais en fait, je repars en voiture avec telle autre personne qui veut continuer à jouer, et là, ça devient un peu plus compliqué. Mais si on part du principe que tu es autonome dans tes déplacements, bon bah il y a que toi en fait qui mentalement t'interdit de quitter une partie pourrie quoi. Et si ça peut entre guillemets te déculpabiliser, bon même si j'ai moi-même personnellement souffert en étant orga de voir des désistements des fois pas très justifiés ou au dernier moment tout ça, mais en fait généralement si quelqu'un s'en va, bah les autres continuent à jouer et limite ils ont plus de fun. Enfin, en fait, une fois que les personnes qui se font chier se sont barrées, eh ben celles qui restent, elles ont plus de fun, quoi. En règle générale. Donc bon, en fait, le fait que tu t'en ailles, ça va pas tuer le fun du reste de la table, tu vois. Ils vont chouiner pendant 5 minutes, dire ah ouais, mais non, mais reste, c'est trop bien et tout. Et puis 5 minutes après, une fois que t'es parti, ben ils reprennent le jeu et ils pensent plus du tout à toi. Un petit peu un petit corollaire, si tu veux, du droit de retrait, c'est le refus de jeu. Le refus de jeu, c'est je continue à jouer, mais je veux pas avoir d'interaction avec cette personne. Voilà, que je trouve. Alors si cette personne c'est l'MJ, ça va être compliqué. C'est un challenge, hein, c'est un challenge de design. Je dis pas qu'il n'y a pas un truc à tenter, mais compliqué. Mais généralement c'est plutôt vers un autre personnage, quoi. Voilà, ça peut être, voilà. Moi, le céphale, il fait ses trucs de céphale dans son coin. Je suis désolé, je suis trigger avec le céphale, excusez-moi. Le céphale fait son truc de céphale dans son coin, mais il a interdiction d'avoir des interactions avec moi. Il va pas essayer de fouiller dans mon esprit, même il me parle pas, en fait. On va vivre dans deux mondes séparés, et comme ça, on va pouvoir continuer à jouer et s'amuser quand même. Alors, le refus de jeu, c'est quelque chose qui vient plutôt du GN. Dans le GN, tu vas avoir un flux de jeu assez implicite. C'est juste qu'en fait, tu vas vesquiller une personne, tu vois, tu vas essayer, dès qu'elle s'approche de la zone où tu es, bah, tu te barres et tout. En fait, on n'explicite pas les choses. Et il y a une version explicite qui s'appelle je crois que c'est Yellow Flag. Ouais, c'est ça, Yellow Flag. Le Yellow Flag, c'est en début de partie, ou par mail envoyé à leur gars, dire tu vas expliciter que tu ne veux pas avoir d'interaction avec une personne, généralement c'est parce que vous avez des contentieux personnels, quoi. Euh, et voilà. Ben ça c'est important à garder en tête, cette possibilité de prendre un refus de jeu. Bon, après, c'est une solution qui reste temporaire. En gêne, c'est pratiqué parce que si tu veux, si tu veux plus jouer avec les personnes que tu trouves relues, il y a un relou, bah, il y a un bon moment, et au bout d'un moment, tu peux plus jouer à aucun GN parce que, généralement, c'est un peu tout le monde qui a et tout. Tu dis, ouais, bah, c'est pas grave, s'il y a un GN, il y a des dizaines de joueurs, je vais juste éviter la personne et jouer avec les autres, je vais avoir mon fun, quoi. En jeu de rôle, bon, évidemment, c'est beaucoup plus, ça, pour moi, c'est juste une solution, peut-être temporaire, quoi, ou éventuellement en asso, c'est un truc qui peut fonctionner en asso. Tu sais qu'il y a de bonnes chances que Jean-Michel, il soit à ta table une fois sur deux.
bon bah voilà, on a cette clause-là de le perso de Jean-Michel doit pas interagir avec le mien, et puis on fait notre partie. Voilà. Après, j'ai jamais testé en jeu de rôle, mais je pense que c'est extrapolable. Donc là, j'ai fait énormément de conseils aux joueurs, et c'est très bien. Moi, je pense que voilà, je suis pour qu'il y ait des contenus à destination des joueurs, dont je fais partie hein, également pour le coup, même si je suis principalement MJ, mais bon, 20% du temps, je suis quand même joueur. On va finir avec un conseil pour les MJ. Eh ben, c'est que en fait, quelque part, tous les conseils que je viens de donner s'appliquent aussi à toi, MJ. C'est-à-dire que si t'es MJ, il faut pas hésiter à refuser des comportements des joueurs, comme par exemple interdire les meurtres de robots, tu vois. J'ai fait un article qui s'appelle Ne tuez pas mes PNJ, voilà, qui explique un petit peu que les MJ aussi ont un petit cœur, et que des fois certaines actions des PJ, ben, les mettent dans l'embarras, dans l'inconfort, quoi. Et donc, MJ aussi doit savoir mettre des barrières. Euh, donc la contrepartie de tout ça, savoir mettre des barrières, bah, c'est peut-être aussi savoir mettre des drapeaux ou des panneaux d'orientation, c'est-à-dire que en fait il y a un peu c'est de proposer des choses, des alternatives. J'interdis ça, mais du coup j'aimerais qu'on aille vers cette direction-là. Ça c'est une en fait, j'écris un article, oui, des fois j'écris des articles, j'écris un article qui s'appelle «Le jeu de rôle consiste à imposer des choses à l'autre». Là, on a beaucoup parlé du jeu de rôle consiste à, enfin, finalement, à interdire des choses à l'autre. Voilà, veut pas, c'est comme ça, il y a quand même une sorte de guerre d'attente hein, en jeu de rôle. Mais donc, la façon la plus pacifiée de mettre des barrières, c'est d'avoir cette contrepartie aussi qui est de faire un grand oui pour le reste. C'est-à-dire que si tu es la personne qui a mis le plus de barrières voilà, ben, faut que tu sois une personne qui soit, pour le coup, généreuse, enthousiaste, engagée dans la fiction, engagée dans le jeu, engagée socialement, enfin voilà. Il y a une sorte de contre-don, je pense, qui est pas mal de faire, quoi. C'est d'être tout simplement voilà une personne motrice dans la partie, une personne sympa. Euh, si tu le fais, je pense, si tu fais un grand oui à tout ce qui est, tout sur le quoi tu n'as pas mis de barrière, eh bien, tout le monde gardera tout ça en tête, ce souvenir-là que t'as été quelqu'un de sympa à la table, plutôt que le souvenir de ah oui, mais franchement cette personne était relou avec oh, j'ai pas pu jouer mon céphale et tout, enfin voilà. Donc je c'est alors je ne sais pas si c'est la bonne époque pour être optimiste, mais je pense quand même que eh bien pour avoir des petits gestes entre guillemets négatifs, d'interdiction, d'imposition et tout, on peut les faire doucement oublier par des gestes positifs. Ça peut être l'engagement, le jeu au service, enfin, tout ce que tu veux quoi. Ou le fait d'avoir le smile pendant la partie, ou tout simplement aussi de penser à la fin de la partie de remercier les personnes d'avoir pris en compte tes attentes. Et donc, dernière façon de s'engager, de récompenser les autres, de compenser le fait que nous, on a émis beaucoup d'attentes, on a mis beaucoup de barrières, c'est tout simplement de garder une bonne concentration. Donc, je te renvoie à la vidéo, comment garder sa concentration durant une partie de jeu de rôle. Voilà, reste impliqué dans cette partie sur laquelle tu as mis quand même beaucoup de paramètres. Donc, la moindre des choses, c'est du coup d'avoir la tête au jeu une fois que c'est lancé. Voilà, c'est promis, je ferai sans doute pas de vidéo sur la sécurité émotionnelle avant un bon moment, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup. Ça peut être un sujet un peu saoulant à force. J'espère quand même que avoir apporté des précisions un petit peu nouvelles sur comment aborder ces notions de bien-être à la table, pour sortir uniquement voilà des sujets traumatisants et comment on les empêche, de plus largement voilà parler de savoir-être. Et puis de paramétrage en commun de l'expérience, quoi. Là-dessus, je te fais des gros bisous, si consenti éventuellement, et je vais me resservir du super cave pour durer jusqu'au bout de la nuit. Cette boisson fait une réussite critique dans mon organisme.